C'est quand même sympa de se balader au bord du canal, hein. C'est vrai. T'as vu toute cette eau? Je t'ai déjà demandé comment chaque habitant de Toulouse pouvait recevoir de l'eau dans sa maison. C'est une très bonne question. Il y a une école d'ingénieurs pas loin par là-bas. Et Ah si ouais? on allait leur demander? Allons-y, allez. Ah, ça doit être là. Ah ouais? Bah alors allons-y. Salut les gars. Salut. Bon, à ce qui paraît, vous êtes futur ingénieur en hydraulique. Oui, en hydraulique et mécanique des fuites. Ah super. On avait quelques questions concernant les réseaux d'adduction en eau potable, sur leur fonctionnement. Bah écoutez, je pense qu'il y a eu ça juste par là. Je vous invite à nous rejoindre, on va vous expliquer comment ça marche. Ok, ça serait bien. bien. Merci. Tout d'abord, on commence par déterminer le coefficient de perte de charge. Dans le but de mesurer par exemple le coefficient de perte de charge, on utilise le schéma suivant. Donc on a une pompe qu'on a déterminée. Donc on a déterminé le débit de la pompe à l'état d'eau et le tremplin il nous sert à garder la hauteur d'eau constante. Donc le débit qui circule dans cette canalisation ne sera que Q pompe moins Q trop plein. Donc tout d'abord, il faudra, dans le but de déterminer le coefficient de perte de charge, c'est-à-dire lambda, donc on utilise la formule de Darcy. Donc la formule de Darcy, on aura besoin d'un tel delta H qui sera la perte de charge en hauteur, qu'on déterminera à l'aide de l'équation de Bernoulli. Donc on suppose qu'on colle le fluide est parfait, incompressible en régime stationnaire. Donc on obtient qu'on colle le delta H, ne sera que la hauteur ZB moins VB au carré sur 2G. Or, pour déterminer la vitesse VB à la sortie de la canalisation, donc on utilise la conservation du débit dans cette canalisation. Et ce sera VB, donc Q sur pi d carré sur 4, où d représente le diamètre de la conduite. Donc pour un d, on a calculé qui équivaut 2 cm, ça nous donne un lambda qui équivaut 0,0269. Je vais vous présenter la première partie de l'expérience de l'écoulement en charge. Alors, on a un réservoir dont la hauteur est constante et l'eau s'écoule dans cette conduite-là et après il se partage en deux conduites. En supposant par exemple qu'on a deux maisons ici, on veut que les débits en sorte des deux conduites soient égaux. Alors, on cherche la distance F' telle que les deux débits soient constantes en connaissant la variation de delta H. Alors, on obtient la valeur de L' par la relation suivante. Alors, on a L égale à F' plus 2 delta H fois G d carré, avec delta H la variation en mètres, c'est la variation en hauteur. Et d, c'est le diamètre du conduite. Et lambda, c'est la perte de charge, et v, c'est la vitesse en sortie des deux conduites. En deuxième partie, les résultats expérimentaux, on a tracé une courbe delta H en fonction des variations de débit. On remarque que lorsqu'on est en delta H petite, les variations de débit ne sont pas très importantes. Et lorsqu'on augmente delta H, on observe que la variation de débit augmente d'une façon rapide. Donc pour la deuxième expérience de l'écoulement en charge, on va prendre deux tuyaux de même longueur et on va faire varier la hauteur entre nos deux tuyaux. Là, il matérialise la première maison et la seconde maison. Et on va voir à quel moment la différence de hauteur va faire en sorte qu'on aura une maison qui recevra un débit qui est une fois et demie supérieur à celui de l'autre. Et donc, ce sera le moment où notre hauteur n'est plus valable. Et on va exploiter les résultats de cette expérience à partir du schéma suivant. Donc on voit bien que quand on augmente la hauteur, le débit entre les deux maisons change jusqu'à un certain point où ça devient plus acceptable selon notre critère. Et c'est au moment où on a dépassé le 1,5 fois le débit de la maison la plus basse. Ainsi, ce point est non recevable.
On vous présente la seconde expérience qui va utiliser le château d'eau permettant d'avoir un débit constant. L'eau sera séparée par un raccord en T en deux tuyaux qui sont de même longueur. L'un des tuyaux sera vers la maison qui sera au niveau du sol et le second tuyau vers la maison qui sera beaucoup plus haute. Les sorties des tuyaux sont contrôlées par des vannes permettant de mettre les tuyaux en charge. On mesure les débits en pesant le poids des seaux après un temps que l'on mesure à l'aide des chronomètres. C'était pas si compliqué que ça, non, finalement? Non, j'ai bien compris finalement. Et j'ai encore pas mal de questions en moi. Comme quoi? Comme par exemple, comment on pourrait faire varier le débit du canal? Ah, tu veux dire en fonction de sa pente ou en fonction du fond? Oui, par exemple. Ok, bah je te propose de retourner à l'ENSA parce que j'ai entendu dire qu'il travaillait aussi sur ça. Ça marche, allons-y. On va maintenant vous parler de l'écoulement à surface libre. Donc, dans notre première expérience pour les écoulements à surface libre, on va vouloir vérifier la formule de Manning. Donc, cette formule caractérise les écoulements dans un canal à surface libre. Donc, pour cela, on va faire notre expérience avec un canal à surface libre, pour lequel on va mesurer la pente et la pente du canal en plus de l'eau. On va ensuite aussi mesurer la hauteur d'eau moyenne dans le canal. Et donc tous ces paramètres vont nous permettre de calculer un débit théorique que l'on va comparer ensuite à un débit expérimental mesuré à la sortie du canal. Donc on va représenter ici les résultats. On peut voir en bleu ici toutes les mesures expérimentales de débit et en rouge les débits théoriques, donc calculés grâce à nos mesures. Et on peut donc voir que ces valeurs sont assez cohérentes et c'est ainsi qu'on vérifie bien la formule de Manning. Dans cette expérience, on s'intéresse à un canal à surface libre dont on fixe la pente à l'aide d'une vis et qu'on mesure l'inclinaison à l'aide d'une règle graduée. On mesure aussi la hauteur d'eau dans le canal pour déterminer le rayon hydraulique qui va nous permettre d'arriver au débit théorique de notre canal qu'on compare au débit expérimental. Donc pour notre deuxième expérience de canal à surface libre, nous allons cette fois utiliser la formule de Manning que nous avons validée dans l'expérience précédente pour calculer cette fois le coefficient de rugosité de différents matériaux. Donc pour ça, on va fixer un SF, donc notre pente de canal ne bougera pas, et on va mesurer le débit Q en sortie afin de déterminer ce coefficient. Donc on l'a réalisé pour trois matériaux différents. Donc tout d'abord celui-ci, on a trouvé un KS égal à 20, ce qui correspond à peu près à celui d'une rivière encombrée. Pour celui-ci, on a trouvé un KS égal à 30, ce qui correspond aux rivières liminaires. Et pour la dernière, la pelouse, on a trouvé un KS de 49, ce qui correspond à un canal en terre. Donc ces valeurs de KS sont assez cohérentes avec les profils qu'on a ici. Ici, comme précédemment, on utilise un canal à surface libre dont on a changé la rugosité du fond et on cherche à déterminer le coefficient de Manning associé. Eh bien, on en aura beaucoup appris aujourd'hui en hydraulique, tu trouves pas? Oui, et c'était passionnant. C'est un fameux 3 mâts fin comme un oiseau.